Alors, on est à la page 125. Amour sensible, amour heureux, partie 3. Les êtres humains ne naissent pas une fois pour toutes, mais la vie les oblige de nouveau à accoucher d'eux-mêmes. Gabriel Garcia Marquez. Quiz. Pour aimer de mieux en mieux. Pour chaque proposition, essayez de vous évaluer honnêtement en repérant où vous en êtes aujourd'hui. Mettez une croix dans la case oui ou dans la case non selon vos perceptions du moment. Si vous ne savez pas quoi répondre, laissez les cases vides. Vous y reviendrez plus tard. Je connais ma tendance à idéaliser l'autre et j'essaie de rester proche de la réalité en observant simplement ses qualités et ses défauts. Oui, non. Je fais la différence entre l'intensité des émotions et la profondeur des sentiments, entre ce qui est impressionnant et ce qui est important. Oui, non. Je suis en quête d'authenticité, je m'entoure de personnes profondes et sincères avec qui je me sens bien. Oui, non. J'évite les personnes manipulatrices, je préfère être seule plutôt que de souffrir dans une relation toxique. Oui, non. Comment je ressens ce que je vis avec beaucoup de force, je suis souvent en décalage avec les autres, je ne cherche pas à les convaincre. Oui, non. Je préviens mon partenaire que je suis très sensible et je lui explique dans quelles conditions je veux vivre la relation. Oui, non. J'aide les autres par petites touches selon mon temps et mon énergie. Oui, non. Je ne me force pas à faire ce qui ne me convient pas pour plaire aux autres. Oui, non. Je pratique des activités qui me plaisent et me font du bien, seule, sans mon partenaire. Oui, non. Je garde du temps pour me reposer, me ressourcer, j'écoute ce besoin en moi. Oui, non. Mes exigences favorisent la qualité de la relation, mais je veille à rester souple, ouverte et tolérante. Oui, non. J'exprime régulièrement à mon conjoint ce qui est important pour moi. Oui, non. J'accepte que mon partenaire soit différent de moi, nous prenons le temps de mieux nous connaître. Oui, non. Je privilégie la relation, je me sens disponible pour échanger, partager et faire des choses ensemble. Oui, non. Je suis fière de ma sensibilité et j'aide mon amoureux, mon amoureuse à l'être aussi. Oui, non. J'ai compris qu'aimer est une expérience humaine fondamentale qui peut rendre plus fragile ou révéler nos fragilités. J'en tiens compte pour moi et pour la personne que j'aime. J'accueille nos vulnérabilités. Oui, non. Une fois que vous avez fini de cocher les cases qui vous correspondent, reprenez les idées auxquelles vous avez répondu non et classez-les dans l'ordre les plus importantes à la moins importante pour vous. De temps en temps, par exemple une fois par mois, reprenez la première de ces idées et essayez d'évaluer comment vous avez pu évoluer. Lorsque vous pouvez y répondre oui, passez à l'idée suivante à laquelle vous aviez répondu non. Prenez votre temps, vivez vos évolutions à votre rythme, parlez-en avec votre partenaire, sollicitez-le pour cheminer ensemble. Au bout de quelques mois, vous verrez que vous vivrez mieux votre sensibilité dans la relation amoureuse. Vous pourrez ainsi augmenter entre vous la puissance de l'amour, donc la capacité de vous aimer l'un l'autre et de vous épanouir mutuellement. En attendant, rappelez-vous que pour donner toutes les chances de réussir à une relation amoureuse, il est primordial d'annoncer à l'autre son hypersensibilité. Dire ce qui blesse, ce qui perturbe, ce qui fragilise est une façon d'être honnête, aussi bien envers soi qu'envers son partenaire et permet de commencer une relation sur de bonnes bases. De même, exprimer ses attentes, selon ses critères et mettre en avant sa façon de voir la relation sont des prérequis favorables. La relation amoureuse est le lien et le lieu de tous les possibles et si l'on souhaite atteindre les étoiles, alors des fondations solides doivent être posées en amont. Ainsi, au préalable, cela demande de prendre le temps pour apprendre à se connaître, pour passer des moments privilégiés ensemble, pour échanger, mais aussi pour apprivoiser aussi bien sa sensibilité dans ce nouvel univers que celle de l'autre. C'est alors que la magie de l'amour peut donner à chacun des partenaires une force insoupçonnée qui, conjointe, se décuple et augmente la puissance de cet amour. Petite illustration, je préfère être franche, je veux que tu saches que je suis hypersensible. Je m'en étais doutée. Je m'exprime, tu t'exprimes. Exercice 11. Le jeu du carré est très proche de celui du triangle, présenté au chapitre précédent. Essayez de repérer le couple qui a le plus marqué votre façon d'être en lien. Peut-être parce que vous l'avez choisi en modèle, un film, un roman, ou parce qu'il vous a marqué tout au long de votre enfance aux parents des proches. Pour cela, tracez une ligne horizontale au milieu d'une feuille au format paysage. En haut, écrivez les mots qui caractérisent la relation de votre couple de référence en inscrivant d'un côté
les caractéristiques qui étaient favorables à la relation et de l'autre celles qui ne lui étaient pas favorables. Sous la ligne, faites la même chose pour votre relation actuelle ou votre dernière relation amoureuse. Avec des couleurs reliées avec les vôtres, les caractéristiques que vous pourriez avoir reprises à ce couple modèle, proposez à votre partenaire d'en faire autant, puis croisez les résultats et discutez-en ensemble. Un exemple de jeu du carré pour Valérie. Défavorable à la relation, orgueil, volonté d'avoir raison et d'avoir le dernier mot, dispute pour un oui et pour un non, rigidité, jugement très dur, intolérance, travail mis au-dessus de tout, dramatisation. Favorable à la relation, temps régulier de discussion, promenade ensemble, pratiques religieuses communes, vie amicale, vacances, projets. Couple de référence. Mon couple actuel, défavorable à la relation. Entêtement, vouloir faire accepter ma sensibilité, je m'emporte rapidement, je change souvent d'humeur, je veux tout le temps être comprise, exigence très élevée, besoin d'être rassurée, peur d'être rejetée. Favorable à la relation, émerveillement, enthousiasme, spontanéité, générosité, empathie, goût commun et activités partagées, tendresse réciproque, sexualité épanouie. Valérie retrouve certains défauts et certaines qualités du couple de ses parents dans sa relation amoureuse actuelle. Ces correspondances lui permettent de se rendre compte que ce qu'elle a emprunté à ses parents ne découle pas de son hypersensibilité, mais ne l'aide pas forcément à bien vivre sa relation avec son compagnon, sauf ce qui concerne leurs activités communes, sorties, vacances, projets de vie. L'empowerment ou l'intelligence du nous. Pour celles et ceux qui vivent l'aventure de l'amour sensible, le chemin de l'épanouissement mutuel passe par ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment ou empouvoirment. Avec Catherine Yen, nous avons choisi de traduire empowerment par empuissancement pour désigner le développement qualitatif mutuel de la relation et plus spécifiquement par épanouissance en ce qui concerne la croissance qualitative de l'amour réciproque dans le lien amoureux. Ce mot désigne l'augmentation de la puissance, ici de la puissance de l'amour, du désir et du plaisir. Puissance au sens qui lui donnait déjà le philosophe grec Aristote, c'est-à-dire la puissance comme capacité. Cela implique de développer ensemble tout ce qui favorise le lien, sa qualité, sa force, sa vitalité, sa solidité, son enrichissement, sa pérennité aussi. Cette augmentation de la capacité amoureuse de la puissance d'aimer passe notamment et concrètement par des actions communes d'accueil, d'écoute, de connaissance, de construction et de création. Je préfère te dire que l'on ait rencontré une personne elle-même très sensible ou pas, mieux vaut parler tout de suite de votre hypersensibilité. Les grands sensibles ont en effet tout intérêt à tirer à celui ou celle avec qui ils tissent une relation qui leur semble importante, qu'ils sont hypersensibles. Surtout, ils ont intérêt à dire à l'autre ce qu'il, elle, devrait éviter de dire ou de faire, car ils n'ont pas assez de protection pour que cela soit anodin. Par exemple, éviter les moqueries prétendues gentilles, les critiques devant témoins, l'impudeur concernant leur sexualité ou leur fragilité, etc. Je déteste les cachotteries. J'aurais l'impression de jouer une pièce de théâtre et d'étouffer mon vrai moi intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Je souhaite rester moi-même et tant pis si ça ne plaît pas, surtout quand on vit en couple. Il faut vraiment mieux se dévoiler dès le départ pour que l'autre puisse te connaître à 100%, points positifs et négatifs, afin d'éviter les déceptions ensuite. C'est l'expérience avec plusieurs partenaires qui m'a permis d'oser exprimer ma vraie personnalité tout de suite, sinon on va se sentir mal avec le temps. On apprend avec les erreurs, ensuite le couple va mieux. C'est impossible pour une personne hypersensible de jouer un rôle, car on ne peut pas garder ses véritables émotions cachées à l'intérieur de soi. Nous avons besoin de faire sortir nos émotions sans retenue. Rose. Les résultats de l'enquête montrent qu'il est plus facile de vivre l'amour entre deux personnes très sensibles. Les relations avec un partenaire peu sensible sont souvent décevantes, blessantes même. Avant Axel, je n'ai connu que des hommes peu sensibles qui m'ont fait beaucoup de mal et en ne reconnaissant pas ma sensibilité. J'avais peur d'être rejetée, d'être larguée. Peur du jugement, de ne pas être comme il faut, pour eux mais aussi pour moi. J'essayais de comprendre un modèle, de me couler dans le moule, mais je n'y arrivais pas. Alors je m'accrochais à l'autre.
J'essayais d'imiter les autres et de décoder leurs habitudes, mais je n'y comprenais rien. Je singeais vaguement la séduction, les minauderies, etc. J'étais complètement à côté de la plaque. Je n'avais aucune confiance en moi. Depuis que je suis avec Axel, ma vie amoureuse a changé, ma vie entière a changé. Chacun fait très attention à l'autre. En même temps, on ne laisse rien passer, même si on le fait avec délicatesse. Tout est important, on est très vigilants tous les deux. On se parle beaucoup, on essaye aussi de ne pas se blesser. Sophie. La rencontre avec un autre individu ultrasensible change résolument la donne. Bien entendu, pour la plupart des personnes hypersensibles que j'ai écoutées, la possibilité de bien vivre un lien d'amour passe au mieux par la rencontre d'une personne très sensible ou suffisamment sensible, mais surtout par une transformation intérieure. J'ai heureusement enfin trouvé mon âme sœur, mais j'ai énormément souffert, car je suis presque tout le temps dans le trop et trop. J'aime trop, je suis trop possessive, trop envahissante, trop jalouse, trop apeurée, trop aimante. J'ai beaucoup travaillé pour être moins excessive dans mon comportement, même si mon cœur reste fragile. Aujourd'hui, je suis fière d'être hypersensible, moi aussi. Je suis fière d'être ce que je suis et depuis que je m'accepte, que je me sens beaucoup mieux. Stella. En plus de cette tendance à l'excès affectif, dont nous avons déjà longuement parlé, je trouve cette ouverture et cette générosité amoureuse qui font tout ressentir plus fort et donnent envie, comme le précisent certains patients pour insister sur le mouvement de vie de leur désir, de tout donner. L'acceptation de sa sensibilité élevée et la fierté qui en résulte sont réellement pour moi l'une des clés majeures de l'évolution favorable d'une personne ultra-sensible pour elle-même dans ses relations affectives. Voire hypersensible, trop sensible pour être heureux, ouvrage cité. Je me permets d'insister sur ce point car beaucoup de personnes qui souffrent de leur haute sensibilité sont en quête de solutions, croyant d'ailleurs que ces solutions viendront de l'extérieur d'un coach ou d'un livre, alors que la transformation ne peut venir que de l'intérieur, avant tout par l'acceptation de sa sensibilité, puis par la joie d'être sensible. En un mot, une réconciliation avec soi-même. À moins de choisir de se couper de sa sensibilité, comme le font le pervers et les psychopathes, ponctuellement ou durablement, il n'existe aucune solution pour être moins sensible. Alors autant apprendre à vivre au mieux avec cette sensibilité unique qui est la sienne. Après plusieurs années de thérapie et de psychanalyse, Maya confirme cette métamorphose. Je dis de plus en plus ce que je pense, car je souhaite de plus en plus être fidèle à moi-même. Je sais que c'est ainsi que je suis bien avec moi-même. Je sens que c'est bon pour moi et que je gagne en confiance en agissant ainsi, Maya. Même s'il est possible d'être vraiment soi qu'avec peu de personnes bienveillantes et compréhensives, cela vaut la peine de l'être au moins en amitié et en amour. Je sens les personnes rares avec qui je peux être authentique. Cela ne m'arrive pas souvent à vrai dire. J'y parviens si je me dis que l'autre m'aime d'amour ou d'amitié comme je suis, et s'il ne le fait pas, tant pis. Nola peut goûter cette qualité de relation avec son mari, sa fille, sa meilleure amie et parfois son frère. En plus des démarches thérapeutiques, de nombreuses personnes très sensibles ont aussi pu développer une meilleure confiance en elles et une plus grande capacité d'affirmation grâce à une vie associative et des engagements citoyens. Cette découverte est l'un des points forts de l'enquête que j'ai menée pour ce livre. La préoccupation sincère pour la planète, la nature, les animaux et les humains maltraités est une constante particulièrement nette. J'étais très sensible au regard des autres, mais cela a changé. Je le suis moins grâce à mes engagements citoyens, la vie en communauté, le combat pour l'écologie. Cela a donné une légitimité à ma parole. Je n'ai plus peur de passer pour une conne. Je n'ai plus la mauvaise impression d'être gnangnan. Je sens que je suis lucide, que mes convictions ont de la valeur et que je les affirme sans honte. Lucie. Lucie est heureuse de pouvoir partager ses convictions avec son compagnon et se sent non seulement comprise mais soutenue sans réserve par lui. Cet exemple illustre bien comment la capacité d'aimer peut être augmentée par l'amour vécu dans le lien, donc par la confiance réciproque, notamment grâce à la franchise de part et d'autre. Développer l'empowerment, même si l'on est encore célibataire. Rencontrer l'âme sœur, comme le dit si joliment la tradition populaire, ou trouver la personne juste, qui nous correspond profondément est loin d'être facile, malgré la pléthore des sites de rencontres en tout genre, les sites autant que les rencontres. Cela n'empêche pas de s'y préparer au mieux et de commencer déjà à s'inscrire dans une démarche d'augmentation de la capacité d'aimer pour soi,
dans un premier temps, puis avec l'autre, le moment venu. J'ai compris qu'en m'aimant de plus en plus moi-même, je ferai alors une très belle rencontre parce que je serai attirée par un homme qui a le même niveau d'amour que moi, donc qui m'aimera vraiment. Maya. Préciser ses attentes. Être conscient des exigences ou des valeurs, des critères et des aspirations qui sont les nôtres, en ce qui concerne à la fois la personne que nous souhaitons rencontrer et la rencontre que nous voulons vivre, est un préalable qui favorise la rencontre. Certaines personnes choisissent leur partenaire amoureux selon les critères prescrits par la famille, la société et les magazines. Or, une belle relation ne peut se créer et se déployer dans l'épanouissance que si elle répond à nos propres besoins et surtout à nos désirs véritables. Sinon, il y a de grandes chances pour qu'elle ne soit pas satisfaisante. Pour celles et ceux qui ne savent pas très bien au fond ce qu'ils attendent de l'autre, il est possible de prendre une feuille de papier et d'écrire en vrac et spontanément les critères qui leur semblent fondamentaux chez un partenaire, par exemple l'empathie, la douceur, la fantaisie, l'indépendance, et ceux qui leur semblent rédhibitoires. Puis après avoir laissé de côté cette liste pendant une semaine ou plus, il est intéressant de la reprendre pour mettre en évidence les critères qui ne semblent pas négociables et sur lesquels on ne souhaite pas transiger et éventuellement la réajuster. Cela permet bien souvent d'identifier ce qui est vraiment important pour soi et ce qui au fond ne l'est pas tant que ça. Surtout, n'oublions pas que nos critères peuvent évoluer au fil du temps, des discussions avec les proches, avec des expériences de vie, etc. Rien n'est gravé dans le marbre. Accueillir l'inconnu. Chacun peut avoir des préférences et des limites dans ce qu'il attend d'une relation. Pour autant, si l'on s'aperçoit que nos idées ou nos croyances nous ont souvent conduits à l'échec, il vaut mieux donner une chance à l'imprévisible et partir à l'aventure sur des terres inconnues. La rencontre avec une personne que l'on n'attendait pas, avec ses spécificités et ses différences, va alors créer une surprise bénéfique, même si la relation risque d'être plus ou moins déroutante au départ. Cela peut même être stimulant. La seule invitation fondamentale que l'on puisse formuler est de bien préciser dès le début de la relation que vous êtes très sensible, comment cela se manifeste pour vous, quelles sont vos fragilités et de quelle façon vous souhaitez être accepté et accompagné sur ce chemin d'amour. Vous avez tout à y gagner. Si votre partenaire se moque de vous ou vous tourne en ridicule, c'est la preuve évidente que vous n'êtes pas compatible. S'il ou elle refuse d'en tenir compte, vous le constaterez très vite et vous pourrez vous dégager d'une relation qui ne pourrait pas être bénéfique pour vous. Au contraire, si l'autre vous écoute et vous accueille, le lien d'amour n'en sera que plus solide et plus viable. N'oubliez pas que vous ne devez jamais accepter d'être diminué, réduit ou rétréci par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Choisissez résolument une personne, un projet de vie et un type de relation qui vous élève et vous regrandisse. Illustration, je me montre tel que je suis, je lui confie tout, vraiment tout, mais souligner ce que je pense. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Tout dire ou pas. Je bois de l'eau. Exercice 12. Première option, vous vivez une relation d'amour. Une fois de temps en temps, régulièrement, envoyez une lettre à votre partenaire. Une lettre aussi soignée, agréable ou enflammée que si vous étiez au tout début de votre relation. Dans cette lettre, aucun reproche, aucune critique, seulement des douceurs, des gentillesses, des compliments, des évocations érotiques, une invitation au restaurant, à l'opéra ou au théâtre, une proposition de voyage, etc. Selon vos goûts ou vos talents, vous pouvez aussi varier d'une fois sur l'autre en envoyant un dessin, un collage poétique ou humoristique. Seconde option, vous êtes célibataire. Vous pouvez jouer à vous envoyer la lettre d'amour que vous aimeriez recevoir si vous aviez une amoureuse et vous offrir régulièrement une sortie différente à chaque fois. Faites-vous plaisir. De l'accueil réciproque à l'écoute partagée. Nous avons découvert comment l'augmentation de la puissance amoureuse s'appuie dès le départ de la relation sur la franchise des deux partenaires qui font équipe ensemble. Quelle est donc la limite de ce que l'on peut se dire? En ce qui concerne l'intimité psychique et physique, c'est-à-dire le plus précieux, le plus personnel, le plus impliquant, le plus palpitant aussi, est-il nécessaire ou salutaire de pousser cette franchise jusqu'au bout, jusqu'à une volonté de transparence complète. Les réponses sont diverses,
chacun ayant ses limites individuelles et devant les faire connaître à l'autre, avec tout de même la persistance d'un désir de clarté et de partage très net pour la majorité des personnes interrogées. Sur la plupart des sujets, même intimes, je parle beaucoup. C'est un moyen d'avancer et d'y voir plus clair. Parfois, ça peut déranger mon mari, par exemple, lorsqu'on regarde une émission à la télé, car je commente sans arrêt ce que je ressens. Rose. L'imagination et les rêveries, par exemple, les réflexions sur soi-même, où les doutes sont partagés plus rarement que d'autres pensées moins révélatrices des profondeurs de l'être. Cependant, l'émotivité de la plupart des personnes très sensibles peut les entraîner à se livrer plus qu'elles ne le souhaiteraient. Elles le regrettent souvent après. Je ne dis pas tout, mais j'en dis trop, surtout si je parle quand je suis énervée, ou si je ressens une injustice, ou même si j'ai peur. Je m'aperçois très vite que j'en ai trop dit. Quand je suis très émue, j'ai tendance à imaginer le pire ou à avancer des explications plutôt catastrophiques, et cela ne fait qu'envenimer la situation. Dans d'autres cas, je peux me tromper en attribuant à tort des mauvaises intentions à mon mari. Après coup, je me rends compte que je complique et que j'aurais mieux fait de ne rien dire. J'ai aussi un énorme besoin de partager. Cela peut être trop selon mon époux. Il me reproche de trop décortiquer car lui parle peu et la proximité physique avec moi lui suffit. Nola. En dehors des débordements émotionnels, il existe une corrélation entre la volonté de dialogue ou le partage avec l'autre et le risque de l'envahir, de le lasser. Ce qui importe le plus est que chacun puisse exprimer tout ce qu'il souhaite partager, ni plus ni moins, à son rythme, à sa façon, dans un équilibre à découvrir progressivement ensemble et qui peut aussi évoluer avec le temps. Parler trop n'est pas bénéfique pour la relation comme en témoigne Antoine, dont l'épouse monopolise la parole dès qu'il essaie de lui faire part de ce qu'il ressent profondément. Là encore, les différences sont significatives selon le type de partenaire, selon qu'il ou elle est plus ou moins sensible. Dans une relation avec un partenaire peu sensible ou peu ouvert à la sensibilité, la possibilité de parler de soi intimement semble compromise ou réduite. Je ne peux pas tout dire, c'est trop dangereux. Mon compagnon n'avait pas conscience que l'intime est précieux. J'avais peur d'être piétinée, de ne pas être entendue, qu'il se moque de moi, me trouve trop sensible, ridicule. C'était une violence inouïe. J'étais très angoissée, je souffrais beaucoup. J'étais vraiment angoissée et je me sentais terriblement fragile. Clémence. En revanche, lorsque le lien d'amour est vécu avec une personne très sensible, le partage intime devient possible, beaucoup plus facile et évident même. Dans ce cas, parler de soi devient possible. Du coup, c'est hyper enrichissant. Avec Charles, nos visions du monde sont vraiment différentes. Alors, nos discussions sont très riches. Cela crée un équilibre, une sorte de régulation. Nous ne sommes pas sensibles aux mêmes choses. Moi, plutôt à la beauté, à l'environnement, lui à l'honnêteté, à la perversion aussi. Il a un vrai radar pour détecter les manipulateurs. Entre nous, il y a beaucoup de respect, de protection, de soutien aussi. Même s'il y a des désaccords, chacun aide l'autre et respecte ses limites. Marie. Cette complémentarité féconde est un aspect important de l'épanouissance, de l'augmentation de la capacité d'aimer pour l'un comme pour l'autre dans le lien amoureux. Cela signifie que l'amour et la possibilité d'aimer croissent pour chacun et pour la relation qu'ils développent ensemble. Après de nombreux échecs amoureux, Rania a rencontré un homme qui la comprend et qui l'aide à bien vivre sa sensibilité élevée. J'ai eu la chance de rencontrer un homme très sensible. Cela m'a beaucoup aidé à avancer. Cela va faire 3 ans de mariage. Notre relation est très intense depuis le début. C'est la première fois que j'ai vraiment le sentiment d'être comprise et c'est valable pour lui réciproquement. En plus, chacun de nous accepte que l'autre ait besoin de ces moments de solitude pour se ressourcer. Souvent aussi, nos intuitions se confirment, c'est rassurant. Rania. D'ailleurs, les relations passées ne sont pas tellement des échecs, puisque chaque expérience peut être riche de sens et favoriser une meilleure qualité de relation à l'avenir. Sauvage plutôt que vulgaire. Partager l'intimité avec l'autre, pouvoir parler en étant authentique de ce qui est intime, fait préférer aux ultrasensibles réels nus, voire crus, de l'érotisme à la vulgarité des stéréotypes et des propos salaces, qu'ils soient violents ou moqueurs. La vulgarité est un mal de nos sociétés actuelles où le corps devient uniquement un objet de jouissance à court terme, égoïstement.
On oublie l'autre en face, ce qui est important à envisager quand on est hypersensible. C'est important de respecter l'autre tel qu'il est, de tenir compte de ses désirs et de ses préférences, de ses réticences aussi. Rose. Le philosophe Emmanuel Lévinas affirme que seul un moi véritable peut aimer. Emmanuel Lévinas, de Dieu qui vient à l'aide, à l'idée, Vrin, 1982, page 145. Ainsi, la vulgarité est une défense contre l'intime, un rejet de l'intimité, en ce qu'elle est une parade massive pour l'empêcher l'accès à sa propre vulnérabilité ou à celle de l'autre. La rigolade de pucelle sur le corps organique déconsidéré, passée à l'abattoir du mépris comme de la viande de boucherie, est une négociation de l'âme, donc de la sensibilité, une épouvante, en regard de la puissance étourdissante de l'amour qui, elle, ouvre grand les portes du cœur. Préparer le nid à venir. Pour les personnes qui sont seules, le désir de vivre un véritable partage intime, aussi sincère que respectueux, est également très vif. Il est au cœur de leur aspiration amoureuse. Jusque-là, en amour, j'en disais beaucoup trop, car je ne savais pas qu'on pouvait tout dire, si. Je ne voulais pas décevoir l'autre, le mettre dans l'embarras de mes dires, de lasser, et sûrement qu'au final, j'avais peur qu'il me quitte pour cette raison. Maya. Là encore, l'intuition de ce que l'on peut communiquer à l'autre et de ce qui reste de l'ordre de la vie intérieure favorise la préparation du nid d'amour, ainsi que le formule joliment l'expression populaire comme si la relation existait déjà potentiellement avant la rencontre. À l'avenir, j'aimerais pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, sachant que je ne souhaite pas dire tout ce qui se passe en moi. J'ai un champ de filtres de choses à dire et d'autres que je garde pour moi, car je sens que ce n'est pas abouti ou que ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas déverser toute ma vie intérieure sur l'autre, ce qui risquerait d'être étouffant et inutile, et je souhaite que l'autre en fasse de même. Je souhaite retrouver en moi la justesse et l'équilibre dans cette limite, pour ne pas m'auto-censurer par peur, et pour pouvoir partager ce dont j'ai envie, et ce qui me semble répondre à mon besoin d'expression. C'est très important. Jusqu'à présent, je n'ai quasiment eu que des relations amoureuses sans communication, comme dans ma famille, comme moi. Maintenant, après plusieurs années de psychanalyse, la communication est devenue pour moi une nécessité et une priorité. Maya. Tous les hypersensibles que j'ai entendus sont unanimes quant à l'importance du dialogue et du partage avec leur conjoint. Pour elle et pour eux, cet aspect est fondamental. Dans sa prochaine relation, échanger avec l'autre sera au centre de tout. Maya ne peut l'envisager autrement. Se laisser du temps avant une nouvelle relation. Par peur de la solitude, on peut fuir ou pour fuir la douleur du deuil. Certains foncent tête baissée dans une nouvelle relation amoureuse dès la fin de leur histoire. Ce faisant, elles courent au-devant de nouveaux déboires. En se raccrochant à un nouveau partenaire, sans prendre le temps de la réflexion, le risque est grand de créer avec ce nouveau compagnon de route une relation de dépendance forcément déséquilibrée. De toute évidence, même si ce n'est pas facile à vivre, il est nécessaire de faire une pause entre deux relations. Déjà pour se retrouver soi-même, souffler et penser ses blessures. Aussi pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi la relation n'a pas duré. Cela permet aussi de retrouver sa capacité à être seul. Les activités sportives ou artistiques, les voyages, les bons moments avec ses amis aident à mieux vivre ce passage. Faut-il déjà en avoir? En s'accordant un temps de solitude, on a plus de chances de rencontrer ensuite quelqu'un qui nous corresponde vraiment, avec qui il y aura un vrai désir partagé. Cela est d'autant plus vrai si l'on sort d'un amour fou ou d'une belle relation. Même séparé de l'autre, on a encore en mémoire les repères intimes, les moments partagés ensemble, les odeurs, les souvenirs sensoriels du contact des peaux, certaines chorégraphies sexuelles, etc. Cela demande du temps pour faire ce deuil, pour se sentir à nouveau disponible pour passer à une autre histoire. Cette étape est nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. On est à la page 146 sur 178 et après à la conclusion. Se retrouver pour mieux cicatriser. Faire la paix avec soi-même n'est pas évident tant que l'on est soi-même empêtré dans ses attentes contradictoires. Vouloir à la fois le passionnel et le raisonnable, la fantaisie et le sérieux,
le fusionnel et l'indépendance. Cela demande donc du temps avant de pouvoir retrouver un nouvel équilibre intime qui permettra d'inscrire une prochaine relation dans le naturel. Il faut alors mieux profiter de ce temps de retrouvailles pour prendre soin de soi et notamment renforcer sa confiance en soi, par exemple en se lançant dans un nouveau loisir, en s'inscrivant à un stage de développement personnel ou en commençant une thérapie. Trop susceptible? Pour ceux qui souffrent d'une trop grande susceptibilité, comment s'en délester au moins partiellement? S'il s'agit d'une susceptibilité réelle et persistante, une recherche en profondeur permettra d'en trouver les origines et de changer la donne. En effet, lorsque la susceptibilité est un mode ancré de relation avec l'autre, il est nécessaire de s'engager dans une psychothérapie ou une psychanalyse. Dans tous les autres cas, voici quelques pistes pratiques. Se retirer d'une conversation emportée ou d'une situation difficile avec son conjoint préférable, sans chercher à avoir raison, pour aller dans sa chambre ou sortir marcher, faire une course et prendre le temps de laisser redescendre la pression. Les idées seront plus claires et il sera plus facile de reprendre ou pas la discussion plus tard à un moment plus propice, lorsque le volcan émotionnel sera apaisé. Essayez de ne plus prendre les choses personnellement. Ne pas prendre personnellement. Comme si tout était directement dirigé contre soi est également un bon axe d'évolution personnelle. Revaloriser la conception que l'on a de soi est important, notamment en prenant conscience de ses valeurs, de ses capacités et de ses qualités personnelles. Développer la confiance en soi et l'empathie envers soi-même aide à mieux accepter les remarques et à développer une forme d'humour tendre ou de distance envers soi-même. Se préparer à mieux recevoir les critiques et à ne pas y répondre immédiatement est une bonne idée. Il faut mieux prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Revenir au corps, à la respiration est aussi très fructueux. Méditer, jardiner, marcher, faire du sport, du yoga, danser, chanter, etc. Quoi qu'il en soit, au sein de la relation amoureuse, mieux vaut exprimer librement ce qui blesse, ce qui contrarie, ce qui dérange, ce qui perturbe, ce qui fragilise, et partager ses ressentis, sensations, émotions, sentiments en choisissant le bon moment et la meilleure façon de le dire pour être entendu. Petite illustration. Bon, maintenant que je connais son métier, sa famille, son écrivain préféré, son signe astrologique, je veux apprendre à le connaître vraiment, souligner lui. One boat, two boats, three boats, un voilier, drapeau orange, ok. Page 150. Du temps pour naître ensemble. Exercice 13. Voici un exercice tout simple et pourtant très efficace, la marche. Marchez tout simplement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Chez vous, vous pouvez marcher très lentement en décomposant chaque pas sur un tapis moelleux, dans votre salon ou le long d'un couloir. Dans un grand parc, sur une avenue bordée d'arbres dans la nature, vous pouvez marcher pendant au moins 20 minutes d'un pas vif. Seul ou avec votre conjoint, en silence ou en parlant librement. Il s'agit simplement de marcher tout en restant attentif à ses sensations. Que remarquez-vous? Comment vous sentez-vous pendant et après la marche? Certaines idées nouvelles sont-elles venues pendant que vous marchiez? D'anciens souvenirs ont-ils refait surface? Des désirs de projet ont-ils germé ou sont-ils apparus? Se découvrir progressivement. L'augmentation de la puissance amoureuse de chaque protagoniste et de leur interrelation s'appuie sur le co-accueil, la co-écoute, puis la connaissance. L'autre ne nous est pas connu d'emblée. Son apparence physique, son odeur, son allure, sa démarche, ses gestes, sa voix peuvent dire beaucoup, c'est vrai, mais n'expriment pas tout, loin de là. Du temps est nécessaire pour mieux faire connaissance. D'autant qu'au cours d'une relation amoureuse, chacun se découvre aimant et aimé, autant qu'il découvre l'autre l'aimant et l'acceptant, et acceptant de se laisser aimer. Il s'agit du touchant-touché de la relation. En effet, le toucher psychique et le toucher
Le toucher physique et le toucher psychique, le tact, vont dans plusieurs sens, soit en même temps, soit dans des temps différents. Toucher l'autre, se laisser toucher, se toucher l'un l'autre, etc. S'attarder. Aimer, c'est s'attarder, dit-on. Le fort désir de passer du temps ensemble découle de cette attraction irrésistible qui caractérise la dynamique amoureuse. Cela permet également de se découvrir le plus souvent par des surprises progressives et joyeuses, puis de s'apprécier l'un l'autre. Depuis que je suis avec Stéphane, nous prenons beaucoup de temps pour nous connaître et nous comprendre, pour prendre soin de l'un de l'autre. Nous passons énormément de temps ensemble, chacun explique ce qu'il sent, comment il fait les choses, même physiquement, c'est très important, Lucie. Beaucoup de personnes très sensibles se disent attentives à ne pas cataloguer l'autre, tout en souhaitant son bien-être, son bonheur et qu'il puisse se repère dans la relation. Si passer du temps ensemble est reconnu comme une condition préalable à la qualité de la relation amoureuse, les ultrasensibles semblent accorder une très grande importance au dialogue et au partage avec leur conjoint. Le dialogue est essentiel pour que le couple reste en harmonie. La seule crise que j'ai eue avec mon mari a eu lieu quand on s'est isolé chacun de son côté. Le partage compte énormément à mes yeux. Partage d'une activité, de nos ressentis autour d'un repas, etc. C'est ce qui fait la richesse du couple. En plus, on apprend à mieux se connaître dans la durée. Nous discutons le soir après notre journée de travail. Chacun partage le vécu de sa journée pour connaître l'autre et comprendre les émotions de chacun. Rose. D'autres essayent d'être moins happés par les écrans, la télévision, Internet, les réseaux sociaux et les textos pour consacrer plus de temps à la relation et sa qualité, ainsi qu'au partage des expériences vécues dans la journée. Je prends beaucoup plus de temps qu'auparavant pour discuter avec mon mari. Je sais ce que je ne veux plus ou pas, mais je suis encore un peu trop passive pour changer les choses. En fait, c'est bien de se rencontrer, même quand on se connaît déjà. Par exemple, on organise une sortie inédite. Depuis que le dialogue est restauré, je me rends compte que je suis plus détendue. Nola. Toutes et tous reconnaissent qu'eux aussi souhaitent disposer le temps pour eux et que cette nécessité soit reconnue par l'autre. Dans la relation amoureuse, les hypersensibles ont donc besoin de temps pour la relation et de temps pour soi, chacun de son côté. Cela leur semble vital de respecter ces deux aspects complémentaires du même désir, s'attarder pour le couple et s'attarder pour soi. S'aider à apprivoiser les émotions. Les temps privilégiés seuls ou à deux aident d'ailleurs à mieux vivre ces émotions qui peuvent facilement déborder les ultrasensibles. Depuis que je suis avec mon mari, je sens que j'arrive de mieux en mieux à accueillir mes émotions sans aucun jugement. Lui, il fait la même chose car il est très sensible aussi. Elles sont là mes émotions. J'ai appris à les vivre au mieux comme un matin qui se lève, un orage qui éclate, un soupir qui s'échappe. Rose. Quant à Maya, elle insiste sur l'accueil des émotions à l'autre, tout aussi important. Accueillir ces émotions comme les miennes, en leur faisant de la place, en les écoutant et leur permettant de se manifester et de s'exprimer avec amour. Maya. En effet, mieux vivre ces émotions passe tout simplement par accepter de laisser les émotions faire leur chemin en nous, sans chercher à les réprimer. J'ai déjà précisé plusieurs fois qu'il est impossible de gérer ces émotions. Le mieux que nous puissions faire est de les accueillir, de les accepter et de les écouter, de comprendre ce qu'elles nous disent et de les laisser partir sans les nier, mais sans y accrocher non plus. Accueillir le message de l'émotion. Une émotion est un messager qui nous informe sur ce que nous sommes en train de vivre. La peur nous prévient qu'il y a un danger, la colère nous informe de notre insatisfaction et de notre révolte, la tristesse indique que nous sommes touchés. Si nous refusons d'entendre ce message, celui-ci risque de revenir en criant plus fort, voire accompagné d'un deuxième messager, puis d'un troisième. Du coup, l'émotion va grandir, se renforcer, nous submerger. Au contraire, si nous entendons le messager dès le début, celui-ci a accompli sa mission, il peut se retirer et l'émotion passe. En outre, cette attitude favorise le développement de notre intelligence émotionnelle, de notre intelligence sensible. Cela demande simplement de prendre le temps d'être à l'écoute de soi-même, de faire confiance à son ressenti,
et à son intériorité plutôt que de se conformer à des idées toutes faites extérieures à soi. Prendre le temps de répondre. La sensibilité élevée correspondant à une grande porosité aux autres, il est fréquent de se sentir dépassé ou déstabilisé lors d'une discussion animée ou en cas de désaccord. Accepter son hypersensibilité permet de s'affirmer avec délicatesse. Il ne s'agit pas de vouloir changer sa nature profonde, mais bien plutôt d'apprendre à choisir comment se servir de sa sensibilité à bon escient pour la vivre au mieux. Par exemple, lors d'un différend, plutôt que de s'arc-bouter et de vouloir avoir raison à tout prix, il est possible de se servir de sa capacité d'observation. On devient capable de ne plus se lancer dans des conflits stériles lorsque la situation se complique ou que la conversation se durcit. On peut choisir de se retirer, puis d'envoyer quelque chose plus tard ou le lendemain, un message factuel et précis, toujours courtois, pour exprimer simplement ce que l'on n'a pas réussi à dire ou à faire entendre auparavant. L'individu ultrasensible a besoin d'un temps de recul pour encaisser les émotions qui l'assaillent. Ensuite, il est à même d'apporter une information claire pour lui comme pour ceux à qui il s'adresse. En cultivant sa sensibilité, en accueillant ses émotions, en exprimant ses sentiments, en développant une pensée personnelle, chacun peut vraiment faire de son hypersensibilité une force. Une relation d'amour partagée facilite cette évolution favorable. Même si l'on est soi-même très sensible, vivre avec une personne ultra sensible n'est pas toujours évidente. Voici donc quelques idées pratiques pour faciliter la relation amoureuse. 7 propositions pour faciliter la relation amoureuse. Prendre le temps de découvrir qui est l'autre, poser des questions simples et bienveillantes, l'aider à préciser ce qui est fondamental pour lui ou elle et quelles sont ses limites. 2. Demander ce qui peut aider l'autre et le mettre en pratique au quotidien. 3. Écouter, être attentif, rassurer, encourager, respecter ces moments de solitude. 4. Éviter les grands discours ou les discussions sans fin. 5. Ne pas lui mettre la pression, ne pas poser d'ultimatum. 6. Ne pas chercher à le changer, se donner du temps pour mieux le comprendre et l'accepter tel qu'il est ou elle est. 7. Être patient et s'accorder aussi du temps pour soi, pour des activités personnelles gratifiantes, autant chez soi qu'à l'extérieur. Oublier l'amour parfait. Oublier l'amour parfait. Les personnes à la recherche d'un partenaire amoureux qui sera capable de les accueillir avec leurs émotions et leur grande sensibilité peuvent réfléchir à cette constatation de José Ortega y Gasset. En un sens large, nous appelons généralement l'amour l'état amoureux, un état d'âme très complexe où l'amour au sens strict joue un rôle secondaire. J. Ortega y Gasset, l'étude sur l'amour, Payot 2004, page 70. Voulez-vous être amoureux, amoureuse ou souhaitez-vous vivre une relation d'amour? Il ne s'agit pas de la même réalité, donc pas de la même démarche non plus. Dans un premier temps, cela implique de se défaire d'une croyance tenace, selon laquelle un partenaire idéal viendrait combler tous nos manques affectifs et nos carences sentimentales. N'entendons pas souvent des personnes qui affirment sans ciller qu'elles sont à la recherche de leur moitié, comme un double idéal ou un jumeau parfait. Nous savons bien pourtant que la perfection n'existe pas. Nous savons bien que la perfection n'existe pas. Ce type de modèle idéalisé est souvent issu des couples que nous avons vus autour de nous. Nous pouvons avoir un idéal de relation amoureuse issu de notre vécu familial, par exemple des parents ou des grands-parents qui s'aimaient visiblement beaucoup, ou puiser dans des romans ou des films. Si l'on pose cet horizon comme modèle absolu, le risque est grand de ne jamais l'atteindre et d'être déçu. Il faut donc mieux ne pas exiger l'impossible et accepter les imperfections, les siennes comme celles des autres. Dans un second temps, cela demande aussi de persévérer au-delà des premières petites déceptions. Une société où tout bouge sans cesse et sans répit, nous pousse à être impatients et à vouloir passer outre les difficultés, pourtant inhérentes à la vie et source
de gain en maturité. Nous voudrions que tout se passe vite et bien, y compris dans nos rencontres amoureuses. Nous risquons alors de nous débarrasser de l'autre à la moindre anicroche, alors que l'amour demande du temps et de la patience pour s'inscrire dans la durée. Certes, les déceptions pointent après la période passionnelle et euphorique des premiers temps. On s'aperçoit alors que l'autre ne correspond pas exactement à celui ou celle que l'on avait imaginé. Cependant, ce n'est pas si grave d'être déçu car peu à peu, chacun va s'habituer à cette réalité différente de son idéal, tout en prenant conscience de cette idéalisation et de son caractère souvent disproportionné. Parfois même s'opère un curieux renversement, les défauts qui nous avaient d'abord gênés chez l'autre peuvent avec le temps le rendre attachant. Petite illustration, comment être sûr qu'il m'aime? Arrête de te faire du mal, Lola, tu sais très bien qu'il t'aime. La fiabilité au centre de la relation, page 160. Exercice 14. Lorsqu'un malentendu s'installe dans la relation, ou si une tension n'arrive pas à se dissiper, ou encore si cela semble nécessaire pour échanger de façon plus claire et mieux se connaître, voici une façon inhabituelle d'être attentif et d'écouter qui peut rendre de grands services. Chacun prend une feuille ou plusieurs feuilles, plutôt dans le sens de la hauteur, et trace un trait aux 2/3 à droite pour séparer la feuille en 2 colonnes, l'une étant plus large que l'autre. La discussion peut commencer, chacun ainsi posé et disponible avec un stylo pour écrire dans la colonne de gauche ce que lui dit l'autre, dans la colonne de droite ce qu'il ressent, non ce qu'il croit ou pense, mais bien uniquement ce qu'il ressent. Une fois que chacun s'est exprimé et a pris ses notes, vient le moment de faire part simplement de ses ressentis durant l'écoute du conjoint. Le dialogue va alors pouvoir se déployer autrement, en dehors de l'analyse rationnelle habituelle, seulement à partir du fond réel de l'expérience vécue. Cette méthode permet de sortir de l'impasse et surtout de mieux se comprendre, avec en plus ce sentiment stimulant et valorisant de réussite acquis en faisant cette expérience qui incitera à vouloir continuer et progresser dans ce sens avec un désir de mieux être ensemble. La sensibilité élevée est une chance. Oh que oui. Les individus ultrasensibles sont reconnus par leur entourage proche comme des stimulants et des aiguillons qui poussent à évoluer. Ils ont le plus souvent cette capacité de faire monter le niveau de la relation. Leurs exigences en termes de qualité du lien, d'esthétique au quotidien, d'honnêteté, de sincérité, de précaution, de délicatesse des sentiments, de précision des termes font qu'avec eux les proches et surtout le partenaire amoureux ne peuvent pas être dans la médiocrité ou dans la duplicité. Ils ont cette faculté d'empuissancement dans les relations. Aussi peut-on affirmer que la sensibilité élevée est une chance autant pour la personne qui en est dotée que pour sa compagne ou son compagnon. Rémi avec un I se souvient du chemin parcouru avant d'accepter de reconnaître cette réalité. J'ai mis très longtemps à pouvoir me dire que l'hypersensibilité est une chance. Je me suis rendu compte que cela venait de la honte que j'avais d'être plus sensible que la moyenne, mais aussi parce que je me focalisais uniquement sur les désagréments que je vivais. Cela ne faisait que les entretenir et les augmenter. Finalement, je ne voyais plus ma sensibilité, mais mes difficultés à la vivre et à l'assumer. Surtout, je voulais que les autres viennent à mon secours et m'aident, me protègent, trouvent les solutions pour moi. Maintenant, je vis ma sensibilité de façon tout à fait différente. Je l'aime, j'en prends soin, et je tiens compte de tous les avantages qu'elle m'apporte. Je pense aussi que cela me rend beaucoup plus supportable pour mes proches, surtout pour ma compagne, tout le monde y gagne en fait. Rémi avec un I. Cette évolution est possible en devenant fier de sa sensibilité, en acceptant de l'apprivoiser et de la développer, en favorisant la qualité de la relation plutôt que la quantité de temps passé ensemble, ou le nombre de sorties effectuées, en faisant nettement la différence entre ce qui est impressionnant et ce qui est important et en accueillant ses émotions, etc. Le lien amoureux se tisse ensemble. Parmi les exigences de qualité relationnelle chez les personnes dont la sensibilité est élevée, les témoignages recueillis révèlent plus particulièrement un grand désir de fidélité. Je suis hypersensible à la fidélité.
Pour moi, c'est le contact de base pour ma sécurité, pour que je puisse vivre une relation amoureuse, que je puisse m'engager, me donner. Ce n'est pas envisageable autrement. Mais je sais que l'infidélité existe, qu'on peut en arriver à déconner, à être rattrapé par des trucs qui viennent de loin. Je ne suis pas une sainte ni touche. Sophie. Les anglo-saxons utilisent l'expression to be true, qui signifie autant être vrai, être sincère qu'être honnête. C'est important la fidélité l'un pour l'autre, surtout l'honnêteté. Être honnête sur ce que tu vis et ce que tu dis à l'autre. L'infidélité attaque le lien à l'autre. Ce qui compte le plus pour moi est l'authenticité et la vérité. Le mensonge est insupportable. En même temps, j'ai conscience que la vie de couple n'est pas facile. Je suis attentive et compréhensive. Je fais tout ce que je peux pour faciliter le dialogue, pour éviter les mauvais silences, ceux qui enferment chacun dans son coin. Marie. Le mot fidélité est parfois encore connoté de morale religieuse. Certains préfèrent parler de respect, d'honnêteté, de fiabilité. D'autant que les conceptions de ce que cela représente varient d'une culture à l'autre, à une façon distincte d'en considérer les limites. Le terme fidélité diffère d'une société à une autre, d'une personne à une autre, très complexe. Mon mari, qui a été élevé en Tunisie, n'a pas la même vision que moi. On en discute souvent pour éviter de faire souffrir l'autre. Par exemple, j'ai une amitié complice avec un collègue de travail qui m'a beaucoup aidé à progresser et à évoluer par ses conseils. J'ai envie de lui apporter un peu de chaleur psychologique et psychique et physique, car dans sa relation actuelle avec sa femme, il n'a plus trop de contact. Quand on est hypersensible, on est aussi généreux sur cet aspect. Pour moi, ce n'est pas de l'infidélité, car cette amitié ne concurrence pas les sentiments amoureux que j'ai pour mon mari. C'est autre chose. Je sais pertinemment que si j'en voulais plus, je basculerais dans l'infidélité. Mon mari a peur au fond de lui qu'un jour je le quitte à cause des tentations potentielles. Au moins, on en parle librement. Cela nous aide à nous sentir en confiance. Rose. La fidélité est importante pour les personnes ultrasensibles. C'est évident pour eux, mais elle ne l'est pas. Mais elle n'est peut-être pas elle n'est peut-être pas première. Selon eux, c'est l'amour qui compte le plus, l'amour comblé par le partage, la compréhension qui devrait éviter l'infidélité. Pour nous, la fidélité n'est pas une règle ou un devoir, c'est un souhait, le désir de se consacrer l'un à l'autre. On fait des choix aussi car la séduction fait partie de relations humaines. Je suis très passionnée. Mais la vie de couple rend raisonnable, malheureusement. Alors oui, il y a des opportunités, des tentations. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Cela m'arrive de rêver, oui, mais je ne veux pas mettre mon couple en danger. Nola. Les positions des uns et des autres font preuve de subtilité et de souplesse, notamment grâce aux capacités d'empathie qui leur permettent de comprendre l'autre et les situations. Lorsque l'infidélité a eu lieu, on pourra lire l'article très juste de Valérie Josselin, faire face à l'infidélité conjugale, la sienne ou la nôtre, point d'exclamation, dans Femme actuelle numéro 1711 du 10 au 16 juillet 2017, page 31. La fidélité est importante pour moi aussi. Si mon partenaire m'était infidèle, je ne sais pas quelle serait ma réaction. Pour sûr, il est 11h chez moi. Le soleil, je vois. TG, voilà. Rego. J'étais où là? Blessée, mais je ne sais pas si cela remettrait en question notre relation. J'espère ne jamais avoir à répondre à cette question. Je pense que ma confiance en l'autre serait atteinte et amoindrie, et qu'il me faudrait beaucoup de temps pour passer outre. Maya. Le film Sur la route de Madison, Clint Eastwood, USA, 1995, est une illustration captivante et très humaine de la complexité de certaines histoires d'amour, où la force des sentiments l'emporte pendant un temps sur d'autres considérations que sociales, familiales ou morales. Une passion inattendue et complètement imprévisible prend à rebours les intéressés eux-mêmes, qu'elle dépasse inexorablement. Ces histoires plutôt exceptionnelles nous aident ainsi à prendre de la distance pour éviter de juger les autres de façon hâtive ou rigide.
Préserver la liberté de ses choix. Les perturbations dans une relation amoureuse ne viennent pas seulement de l'un des partenaires ou des deux, de leur ambivalence, de leur fragilité, etc. Elles peuvent découler de l'influence de certains proches, de leurs croyances ou de leurs inquiétudes. Ainsi, il se peut que nos parents ne trouvent jamais nos partenaires assez bien pour nous, ou que notre sœur, notre frère pointe systématiquement leurs défauts. Une amie proche pour peu qu'on lui confie traverser une période de mésentente amoureuse avant que notre relation ne s'en remettra pas. Voilà le doute qui nous taraude. Peut-être ai-je fait un mauvais choix, peut-être faut-il mieux arrêter là, peut-être que je trouverai mieux la prochaine fois. Cultiver son indépendance pour bien vivre le couple. Plus profondément encore, vivre une relation amoureuse respectueuse et épanouie repose sur l'indépendance de chacun. En effet, les déboires amoureux à répétition sont fréquemment liés à la tendance qu'ont certaines personnes à s'oublier dans le couple. Là encore, par peur de fâcher ou de déplaire à leur partenaire, elles répondent à toutes ces attentes, satisfont tous ces désirs, même si elles n'y trouvent pas leur compte, abandonnant les activités qu'elles aiment. Elles ne vivent que par et pour l'autre. Cette dépendance devient inévitablement étouffante ou sclérosante, car l'amour perdure grâce à l'affirmation de nos besoins, de nos souhaits, de nos désaccords, et certainement pas si l'un ou l'autre renonce à ce qu'il aime et ce à quoi il tient. Illustration, je suis ultra sensible pour le pire et pour le meilleur. Page 168. Créer plus d'amour ensemble. Exercice 15. Lorsque vous disposez l'un et l'autre d'un peu de temps devant vous, prenez un moment pour tester la créativité en commun sous forme de jeu. Par exemple, vous pouvez écrire ensemble un poème, un conte, une histoire. L'un de vous commence par une phrase ou un paragraphe, puis l'autre continue, chacun avec ses idées. Ne vous censurez pas, ne cherchez pas de cohérence. Laissez venir ce qui surgit spontanément de vous. Chacun respecte ce que l'autre exprime. Vous vous arrêtez d'écrire lorsque vous le souhaitez. Vous serez surpris par le résultat. Vous pouvez également pratiquer ce jeu créatif en dessinant à deux, en faisant un collage ensemble ou pourquoi pas un modelage à l'argile à quatre mains. L'autre est vraiment différent. Aimer, c'est créer. On pense plus facilement à la fécondité de l'amour en ce qui concerne les enfants, mais les fruits de l'amour sont très nombreux. Quel que soit l'âge, et le propre de l'amour est d'être créatif, de favoriser les créations communes. Cette dimension de co-création est certainement l'aspect le plus important de l'empowerment amoureux, à la fois en puissancement de la relation et l'épanouissance dans le lien amoureux, de cet accroissement de la capacité d'aimer. Les chercheurs en créativité affirment que les inventions naissent le plus souvent de la rencontre de cultures différentes ou de conceptions étrangères les unes aux autres. La création naît de ponts entre des réalités et de natures disparates. Il en va de même dans une relation amoureuse. Le potentiel créatif de la relation correspond à la diversité des tempéraments, des opinions et des goûts de chaque protagoniste. Rose a pu observer l'équilibre qu'elle a trouvé avec son mari autour de leurs différences. J'aime la différence en général et les différences entre nous. Elles sont stimulantes. Pour un certain équilibre, il vaut mieux qu'il y ait aussi quelques points communs. C'est la logique du yin et du yang. Par exemple, moi je suis très stressée alors que mon mari est plus calme. Nous nous complétons bien. Rose. De trop grandes différences fondamentales ne sont pourtant pas les bienvenues. D'après les témoignages, ça sent la vanille. De trop grandes différences fondamentales ne sont pourtant pas les bienvenues. D'après les témoignages, il semblerait tout de même que certains types de personnalités ne correspondent pas à ce que les ultrasensibles souhaitent ou peuvent vivre dans une relation amoureuse. Ainsi, les pervers, nous l'avons déjà précisé, des individus froids ou revendicatifs, toujours à vouloir imposer leur point de vue, les dominants tyrans du quotidien, mais aussi les évitants qui refusent la communication et vous laissent de longues heures, plusieurs jours, voire définitivement sans réponse, les grands conviviaux sans cesse en quête de fêtes, épuisants, et les mondains trop superficiels ou hypocrites à leurs yeux. Chaque sensibilité est spécifique.
La rencontre de deux grands sensibles peut ressembler à la combinaison idéale. Mais la rencontre de deux sensibilités élevées n'est-elle pas explosive? Une relation entre deux hypersensibles peut durer bien sûr, mais ça demande parfois de s'accrocher et d'apprendre à communiquer pour avancer ensemble. Mon mari et moi nous sommes rencontrés il y a 12 ans. On a eu des hauts et des bas, des choses difficiles que l'on a traversées ensemble, mais ce qui est primordial entre nous, c'est que dans notre couple, chacun a des activités ou des loisirs qu'il fait seul. Mon mari a des amis d'enfance, avec qui il passe des soirées pour faire des jeux. Lui, c'est un geek. Moi, j'en profite pour avoir des moments à moi, écrire, dessiner, travailler sur mon site web que je crée toute seule, Fatou. Comme Fatou, beaucoup insistent sur la chance d'avoir l'un et l'autre une grande sensibilité de pouvoir se comprendre et partager cette caractéristique. Caractéristiques. Chaque personne hypersensible ayant sa propre histoire et son propre vécu, elle vit sa sensibilité élevée d'une façon qui lui appartient, donc forcément différente des autres. Réciproquement, il sera aussi nécessaire de beaucoup donner de soi-même pour répondre à l'autre, pour comprendre l'autre et accepter que son hypersensibilité ne soit pas la même que la sienne. Comment accepter la disparité? Les disparités. La différence de l'autre trouve un écho dans notre propre différence, c'est-à-dire autant notre façon de nous vivre différent d'autrui que notre capacité à supporter d'être différent de ce que nous voudrions être. Ainsi, accueillir l'autre repose sur notre capacité à nous accueillir nous-mêmes. De façon plus concrète, nous pouvons accepter les différences d'un partenaire amoureux si elles n'empiètent pas sur notre espace de vie et ne nous empêchent pas de nous sentir à l'aise au quotidien. Dans le cas contraire, nous avons plus de mal à les accepter, au moins au début de la relation, car s'habituer à l'autre et à ses particularités permet de l'accepter progressivement. Avec le temps, c'est plus facile, on comprend que l'on ne peut changer personne et encore moins l'être aimé. Lola. En pratique, voilà les démarches favorables que les témoignages révèlent. 1. Prendre le temps de discuter. Le seul vrai problème que nous ayons est d'avoir une baisse de morale tous les deux en même temps. Cela demande des efforts pour éviter que les deux se renferment chacun de son côté. La plupart du temps, je me rends compte la première de ce qui se passe et je provoque la discussion pour poser les choses sur la table. On discute, on pleure souvent. C'est difficile, mais ça nous fait du bien et on repart sur des bonnes bases. Fatou. 2. Pratiquer des activités qui nous épanouissent et renforcent notre confiance. Pendant très longtemps, le regard des autres était très important pour moi et je voulais coller à leurs attentes. Je me trouvais sans envergure et même plutôt bête. Au fil des années, grâce à mon métier, mon mari, certains amis, le sport, le jardinage, cela évolue dans le bon sens. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Nola. 3. Se laisser du temps pour mûrir et grandir ensemble. Notre relation amoureuse, elle aussi, a évolué au fil du temps. Au début, on est en fusion. On ne se croit qu'un et puis on sort au-delà. On sort de cela pour grandir ensemble. Nola. À 4. Oser les confrontations pour affirmer chacun sa liberté. On s'engueule, il y a des moments d'accrochage, une recherche de liberté aussi par rapport à l'autre. Ne pas forcément aimer les mêmes choses, ne pas tout faire ensemble. Stéphane n'aime pas les groupes, il n'est pas à l'aise. Pour lui, cela devient difficile lorsqu'il y a plus de 2 ou 3 personnes. Du coup, je vois peu mes amis. Cela me manque, alors je pars toute seule de temps en temps. Je ne veux pas me couper des autres. Lucie. 5. Dépasser les frustrations. Chacun cède un peu, mais pas trop. Vivre ensemble implique des frustrations pour chacun. Je ne vois pas mes amis autant que je voudrais. Ils ne regardent pas tous les films qu'ils voudraient. On ne peut pas se forcer seulement pour faire plaisir à l'autre, mais chacun fait des efforts pour l'autre. De temps en temps, Steph accepte de passer un week-end avec mes amis, même si cela lui demande un effort. Lucie. 6. Négocier avec soi-même pour faciliter la relation. J'ai compris que Charles est la personne la plus importante dans ma vie. Avec ma fille, alors je fais des concessions.
Négocier avec moi-même. Marie. 7. Accueillir ses fragilités et celles de l'autre. Au fond, la relation amoureuse Au fond, la relation amoureuse me bouleverse. Cela touche ma fragilité de fond. Je ressens des angoisses immenses quand nous disputons et qu'Axel va dans son coin. Je pleure beaucoup, j'ai besoin de me sentir rassurée, contenue. Le plus terrible pour moi, c'est la rupture du lien. Sophie. Au fond, l'expérience de l'amour correspond indéniablement au vécu humain qui nous fragilise le plus, non seulement parce qu'il révèle nos vulnérabilités personnelles, mais aussi parce que, tout simplement, en nous dévoilant et en ouvrant notre cœur, nous sommes soudain sans défense. De ce fait, il me semble juste affirmer que, d'une façon ou d'une autre, aimer augmente notre sensibilité, donc nous rend plus sensibles qu'à l'accoutumée. Les hypersensibles des Lightworkers. De nombreux articles sur la sensibilité élevée ont été publiés ces derniers mois aux États-Unis, autant pour mieux la faire connaître et accepter que pour aider les personnes très sensibles à vivre dans une société qui rejette à la fois l'absence de sensibilité et la haute sensibilité. Une norme socialement acceptable serait en train de se mettre en place, prenant une sensibilité moyenne, émoussée, sans aspérité, classant parfois abusivement dans une catégorie de troubles tout ce qui serait en dehors de cette prétendue norme. D'autres articles plus étonnants et potentiellement plus prometteurs concernent les Lightworkers, appellation que l'on pourrait traduire par article